Le débat. Et au cœur de notre débat de ce soir, cette question, faut-il boycotter la Coupe du Monde au Qatar ? Faut-il politiquement boycotter cette Coupe du Monde qui commence dans 5 mois, puisqu'elle a lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022. La Belgique jouera au minimum 3 matchs face au Canada, au Maroc, à la Croatie. Alors, le roi, par exemple, assistera-t-il à certains de ces matchs ? Y aura-t-il des ministres en tribune ? Ces questions ne sont pas totalement tranchées. Le Palais Royal me confirmait cet après-midi que la question devait encore être examinée pour ce qui est du roi. En tout cas, alors, pour en parler, Malik Benachour, député fédéral PS, et Theo Franken, député fédéral NVA. Merci à tous les deux d'être là. Vous n'avez pas la même vision des choses, c'est pour ça qu'on vous a invité, pour débattre, pour argumenter. Pour vous, Theo Franken, le boycott s'impose assez naturellement aujourd'hui. Le ministre-président flamand, NVA, Jan Jambon, vous trouvez que ce n'est pas sa place au Qatar ? Non, le gouvernement flamand ne va pas être présent à aucun moment, même quand les Diables Rouges sont au final du Coupe du Monde, que j'espère. Le gouvernement flamand ne sera pas parce que c'est très difficile d'être là. Pour moi, le boycott, ma proposition de résolution au sein de la Chambre, c'est le boycott politique, seulement politique. C'est pas que les Diables Rouges ne peuvent pas aller, c'est pas que les supporters ne peuvent pas aller. Moi, la NVA fait pas des expressions sur ça. On dit seulement pour nous, c'est super difficile d'être là parce que nous savons que plus que 6000 personnes ont été décédées avec la construction des stades, par exemple. Ça, c'est une grande difficulté. Et ça veut dire qu'être là, ce serait cautionner, par exemple, cette manière de faire et ces problèmes qu'il y a eu au niveau des droits humains dans les stades pour les travailleurs? Oui, parce que, il y a des preuves qui sont là, il y avait, je pense, 3 investigations sur ce sujet, aussi des travailleurs syndicaux internationaux, International Labour Organization. Alors, ils ont fait des investigations et ça, c'est manifeste. Alors, il n'y a pas de doute sur ça, premièrement. Deuxième, pour moi, je pense que c'est difficile, même comme personne, comme être humain, d'être là et dans le stade, comme homme politique, comme roi, comme ministre, d'être là, quand on sait que dans ce stade, il y a des milliers de morts, des Pakistanais, des Bangladeshis, c'est l'esclavage moderne qui étaient là, des travailleurs qui étaient vraiment traités comme des chiens. Pour moi, moralement, j'ai des problèmes pour y aller. C'est vrai que les chiffres sont assez impressionnants et plusieurs ONG les ont publiés. Malik Benachour, 6500 morts, c'est le chiffre qui ressort le plus souvent. Du côté de l'OIT, on était un peu en deçà, mais on parle quand même de plusieurs dizaines de morts par an depuis que les chantiers existent. Pourquoi est-ce que vous, en revanche, vous pensez que le boycott n'est pas adapté, puisque vous le dites très clairement, pour vous, le boycott, ce serait détourner le regard. Est-ce que c'est quand même pas important de marquer le coup, Malik Benachour, quand on entend ces chiffres-là ? En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la posture politique. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on peut concrètement changer les situations sur place et la manière dont on peut utiliser un événement comme la Coupe du Monde pour faire effet de levier et changer concrètement, comme je le disais, les situations sur place. D'abord, moi, je suis un peu surpris de l'appel au boycott de l'NVA, alors que Jan Jambon était à Dubaï pour l'exposition universelle il y a quelques mois, sans jamais poser la question des droits humains, alors qu'on sait que les Émirats arabes unis font beaucoup moins d'efforts en matière de droits humains, de droits sociaux, de droits du travail, que le Qatar ne l'a fait. Et la position sur le boycott, moi, en fait, je me réfère simplement à ce que disent les acteurs de terrain. Et les acteurs de terrain, c'est qui ? C'est l'Organisation internationale du travail, c'est la Confédération syndicale internationale, c'est aussi Amnesty, qui n'appelle pas au boycott, en l'occurrence, de la Coupe du Monde au Qatar. Ces organisations ont été auditionnées à la Chambre ? Mais alors, donc, je regrette un peu que M. Franken n'ait pas pu participer à ces auditions, parce qu'elles ont été vraiment édifiantes. Elles ont cassé beaucoup de préjugés, et elles ont mis en avant, en réalité, la manière dont les grands événements internationaux peuvent servir de levier pour changer concrètement les choses. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Ils nous ont dit, voilà, en 2010, le Qatar reçoit l'organisation de la Coupe du Monde dans des conditions de corruption totale. Personne ne le nie.
Et à ce moment-là, la situation des travailleurs est catastrophique. On est objectivement dans une situation d'esclavage moderne. Et puis, à partir de 2015-2016, se noue un dialogue avec le gouvernement qatari. Et à ce moment-là, il y a une forme de prise de conscience du Qatar qui dit « Ok, on a des problèmes. On a des problèmes. » Et en plus, il y a un bad buzz autour de la Coupe du Monde. Ce n'est pas du tout ce qu'on cherchait, ça ne va pas. Bon. Avec l'OIT, du coup, et dans le cadre de l'OIT, s'est noué une forme de contrat, de cadre en tout cas, pour engager une dynamique de réforme. Et cette dynamique de réforme, elle a été enclenchée à partir de 2017 pour aujourd'hui apporter des résultats qui sont, selon ce que nous a dit l'OIT en commission, qui sont uniques au monde. L'Organisation internationale du travail, Absolument. Qui dépend donc de l'ONU. Qui est une agence de l'ONU qui a pour mission de défendre les travailleurs. Mais ces réformes n'ont quand même pas empêché 6600 morts. Alors, les 6500 morts, c'est 6500 morts de travailleurs d'Asie du Sud-Est sur une période de 10 ans au Qatar. Ce n'est pas 6500 morts sur les chantiers. Mais de toute façon, qu'il y en ait eu 50, 2000, 6000 ou 100 000, peu importe. Un mort, c'est un mort de trop. Mais la question qui m'intéresse, c'est de savoir, à partir de ce constat, un travailleur mort dans le cadre de son travail, qu'est-ce qu'on en fait ? Et quelle dynamique est-ce qu'on enclenche ? Et manifestement, pour le Qatar, et ce sont les acteurs de terrain qui nous le disent, la dynamique a été vertueuse et elle a changé concrètement les choses sur le terrain. Théo Franken, est-ce que c'est pas être plus catholique que le pape quand les organisations telles Amnesty et l'OIT n'encouragent pas elles-mêmes au boycott en disant il y a en effet eu de vraies réformes et boycotter ne serait pas nécessairement un bon signal justement par rapport à cette impulsion qu'il y a eu ? Bon, premièrement, pour dire que Yann Bon ne peut pas aller à l'Expo mondiale, ça, c'est pas la même chose. Il n'y avait pas des milliers de morts avec la construction de l'Expo. Il y avait 3 des accidents mortels avec la construction de l'Expo, pas 3000 ou 6000. Premièrement, alors en termes de respect des droits humains. Non, c'est une chose absolument différente. On peut pas. Enfin, c'est vraiment comparer des. Comment on dit ça? On dit en irlandais citroenen met appels. Des citrons et des citrons. Ouais, c'est ça. Alors non, ça c'est vraiment pas une comparaison que je suis. Alors ça c'est une chose. Moi je pense que il y a des autres gouvernements qui le font. Le gouvernement flamand, mais aussi des gouvernements en Scandinavie qui vont pas aller parce que bon, il y a beaucoup de problèmes avec ça. La corruption. La Coupe mondiale a été indiquée avec de la corruption immense. Le fait que les morts, ça c'est les conditions de travail, elles sont très, très difficiles, très pénibles, ça reste comme ça. Et je pense qu'on sait que le Qatar fait du sport washing tout le temps. Hein. Ils sont sponsors de Paris Saint-Germain, ils ont Qatar Airways sur beaucoup de shorts. Ce sont des salafistes et ils veulent seulement avoir une image internationale, une réputation améliorée. Quand vous dites ce sont des salafistes, qui exactement est des salafistes? Le gouvernement, ça c'est clair. Le gouvernement, c'est pas un pays démocratique, c'est un pays qui est fondé sur le charia. Il y a la loi charia en Qatar, on peut pas discuter. Ils financent Al-Qaïda depuis des décennies. Ils ont financé Al-Qaïda pendant les attaques terroristes à New York et à Washington en 2001. Ça, c'est clair. Le Qatar est vraiment un allié aux terroristes pendant des décennies. Alors, ce qu'ils veulent pour... Si je peux, 2 secondes, M. Franken. On va juste laisser terminer. Pardon. Ils font des sport washing pour améliorer leur réputation internationale. Et pour moi, je ne suis pas le discours qu'ils disent « maintenant, c'est beaucoup... Ça va, c'est mieux et ça améliore. » C'est pas encore assez bien, en tout cas. Et franchement, il ne faut pas tout mélanger. La base américaine à partir de laquelle les actions contre Daesh ont été menées, la lutte contre Daesh a été menée en Irak et en Syrie, elle était au Qatar. Sans le Qatar, et vous êtes au siège en commission défense, vous savez très bien que les Occidentaux n'auraient jamais pu quitter Kaboul quand Kaboul est tombé l'été dernier. Voilà. Donc je crois qu'il faut quand même ne pas tout mélanger. Les Saoudiens, les Émiratis, les Qataris, ce sont des approches, je pense, différentes. Vous expliquez à la Chambre, parce qu'il y a eu une discussion en plénière, notamment que pour vous, Théo Franken, c'était une question de cohérence. Vous évoquiez notamment le genou en terre des Diables Rouges qui militent contre le racisme. Et vous dites, si on milite contre le racisme, les discriminations, il faut
faut aller jusqu'au bout, il faut être cohérent, il faut aussi dénoncer ce non-respect des droits humains. C'est avant tout une question de cohérence pour vous dans votre vision politique ? Premièrement, pour moi, les Diables Rouges, quand ils veulent aller jouer Coupe du Monde, moi je suis davantage, pas de problème. Hein. Je ne vais pas dire je ne vais pas interdire, je ne vais pas dire qu'ils doivent faire. Le seul que j'ai dit dans le débat qui était assez animé pendant 1h30, je pense, au sein de la Chambre, c'est que pour moi, sport et politique, c'est mieux qu'on ne mélange pas toutes les choses. Mais quand les Diables Rouges font du politique par exemple, par des choses comme ça, moi, je trouve que c'est meilleur d'être conséquent. Et quand ils font ça pour faire la guerre ou le combat contre la discrimination, le racisme, et ça, je comprends, je suis dans le champ 100% d'accord avec ça. Mais je pense qu'à un moment donné, il se trouve à Qatar, où il y a de la discrimination, je pense, beaucoup. C'est mieux d'avoir aussi un signal plus clair qu'avoir un t-shirt qui dit Footballers want change, du changement. C'est quoi du changement? Moi, je veux aussi beaucoup de changement, mais c'est quoi? Le PS veut du changement aussi, mais c'est pas le même changement peut-être. Alors, non, ça, je trouve pas vraiment, je trouve ça pas très conséquent. Et j'ai dit ça au sein de la Chambre. Je veux pas avoir des problèmes avec M. Lukaku ou les autres Diables Rouges. Bon, mais j'ai une opinion sur ça, ouais. Malik Benachour, sur cette question de cohérence, justement, et sur la cohérence dans les combats, parce que c'est vrai qu'on pourrait estimer quand on entend ça, d'un côté, il y a des combats qu'on mène, et puis d'autres où on ferme un peu les yeux et on va jouer au football tranquillement. Donc, encore une fois, ma cohérence, c'est de me soucier du bien-être et de l'amélioration des conditions des travailleurs partout dans le monde. Et ce que j'entends des acteurs locaux ou des acteurs de terrain, c'est qu'ils nous disent « on y arrive ». Au Qatar, on y arrive parce qu'on a réussi à nouer un vrai dialogue constructif et une vraie dynamique de réforme dans le pays avec la création d'un salaire minimum, avec l'interdiction de travailler quand il fait plus de 32 degrés, avec l'interdiction de travailler entre 10 et 15 heures entre juin et septembre. FGTB et CSC ont été auditionnés à la Chambre. C'est ce que ces organisations syndicales vous rapportent. C'est exactement ce qu'ils nous ont dit. Et le représentant de l'OIT a même été jusqu'à dire que aujourd'hui, si on arrive au bout du cycle de réforme, qui porte jusqu'en 2023, si on y arrive, le Qatar sera un exemple dans la région inégalé jusqu'à présent. Bon, en matière de cohérence, j'entends l'appel au boycott politique, mais si on veut être cohérent, allez jusqu'au bout. Monsieur Franken, allez jusqu'au bout avec le gouvernement flamand et plaider aussi pour un boycott économique. On ne peut pas, à Zeebrugge ou à Anvers, prendre l'argent du Qatar de la main droite et se boucher le nez de la main gauche. Je veux dire, c'est d'une hypocrisie totale. Donc, voilà, j'entends les appels à la cohérence, mais soyez-le d'abord. Non, sur le niveau diplomatique, il y a toujours des niveaux. Oui. Le plus grave est qu'on expelle... on renvoie des ambassadeurs, par exemple. À un moment donné, avec la guerre en Ukraine, on a fait des renvois des diplomates, même pas des ambassadeurs russes, parce qu'il est encore ici, mais les diplomates russes. Parce que c'était vraiment l'invasion en Ukraine, qui est un partenaire de l'Occident, et c'était super problématique. C'était un grand problème. C'est ça. Alors, on a fait ça. Mais il y a des niveaux. Ce que je propose est le fait qu'on dit sur le niveau politique, pas de représentation aux Coupes du Monde, ni du roi, ni du Premier ministre ou des autres ministres du gouvernement fédéral. Et le gouvernement flamand va le faire, le gouvernement wallon n'a pas s'exprimer. On va voir, parce que j'ai compris que les Verts veulent la même chose que la NVA. On va voir ce qui va tomber comme décision dans ce plan. Finalement, le gouvernement fédéral, je ne sais pas, la décision finale du gouvernement fédéral n'est pas encore claire, parce que les écologistes sont à 100% d'accord avec moi. Alors, on va voir ce que va donner ça. Je peux seulement dire que, pour moi, c'est un signal politique qu'on donne. Mais c'est un signal anachronique, M. Franken. Il est devenu anachronique. Le boycott aurait été utile en 2010 ou en 2012 ou en 2015. Aujourd'hui... Mais il n'y avait pas de Coupe du Monde. Hein. Il n'y avait pas de Coupe du Monde. Si. Il y avait une Coupe du Monde qui était attribuée au Qatar en 2010. À ce moment-là, la situation était dramatique. On aurait pu, en effet, légitimement plaider pour un boycott. Oui. Depuis lors, des progrès colossaux ont été faits grâce à l'OIT, grâce aux syndicats. Et eux nous disent, si vous
plaidez pour un boycott, vous ruinez le travail qu'on a fait et vous envoyez même un mauvais signal, un signal contre-productif qui revient à dire à tous les autres pays de la région qui pourraient ou qui seraient susceptibles de s'engager dans une dynamique de réforme, vous allez leur dire, mais en fait, vous pouvez faire toutes les réformes que vous voulez, nous, à la fin, c'est le même résultat, on ne viendra pas et on vous considérera comme les mauvais. Mais pour vous allez aux Coupes du Monde ? Mais moi, j'ai été à toutes les Coupes du Monde depuis 2014. Je suis un fan de football, je suis un fan des Diables Rouges. J'ai été à titre privé au Brésil, dans des stades où il y a des milliers de morts en Russie. Pour la construction. Encore une fois, vous n'avez pas de problème avec ça. Si j'y vais à titre privé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la situation okay, mais vous avez maintenant. Une opinion privée aussi. Sur cette question-là que Théo Franken pose, est-ce que vous, ça, par rapport à votre opinion privée, est-ce que ça vous poserait pas de problème d'assister à un match des Diables au Qatar ? Il n'a échappé à personne que la Coupe du Monde s'organise cette année en novembre et en décembre, qu'il y a beaucoup de chances qu'à la Chambre, on ait beaucoup de travail à ce moment-là, et que du coup, mais vous ne répondez pas à la question, Malik Bennachour. Évidemment, sans problème. Un petit élément de fact-checking quand même, parce que j'ai essayé de vérifier certains éléments en vous écoutant. Sur le financement du terrorisme, je ne suis pas un spécialiste de ces questions, mais si on cite par exemple le département du Trésor américain, l'enjeu en ce qui concerne le Qatar est souvent dénoncé, c'est le financement par certaines fortunes privées, transitant par des banques qataries de l'État islamique et avant lui d'Al-Qaïda. Et ce qui est reproché en général au gouvernement qatari, c'est non pas parce que ça n'a pas été prouvé un financement direct, mais de ne pas en faire assez pour contrôler les flux financiers qui peuvent aller vers les mouvements terroristes. Par rapport aux enjeux, alors concernant notamment les droits humains, les droits du travail, si on regarde les dernières publications d'Amnesty International, qui certes saluent, comme vous l'avez dit, toute une série d'évolutions, on peut pointer que sur le cas des travailleurs migrants, il reste quand même toute une série de droits qui sont bafoués, ou alors de droits qui ont été installés mais qui ne sont pas respectés par les entreprises qui opèrent aujourd'hui au Qatar. On peut voir aussi que sur la liberté d'expression, on essaye toujours de faire taire certaines voix gênantes, que les droits des homosexuels restent bafoués et que l'homosexualité peut encore être punie de plusieurs années de prison. D'où une question quand même, Malik Bennachour. Est-ce que vous ne craignez pas, sur les droits des femmes aussi, mais je ne peux pas tout lister ici. Est-ce que vous ne craignez pas, Malik Bennachour, qu'une fois la Coupe du Monde terminée, finalement, ce régime n'ait pas vraiment changé de nature, qu'il ait toiletté son image pour la Coupe du Monde et qu'au fond, ce qui était fait avant redevienne la norme quelques mois après les stades fermés ? C'est l'enjeu majeur. On constate qu'entre 2017 et 2022, il y a des vrais changements structurels. La question, c'est, au-delà de la Coupe du Monde, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, moi, je n'ai pas la réponse. Mais il y a toute une série d'éléments quand même à prendre en considération. 1, le Qatar a demandé à l'OIT de rester sur place de manière permanente. 2, le ministre du Travail qui a été nommé il y a quelques mois est un ministre qui a un background droits humains. Et troisièmement, mais c'est peut-être encore une fois du washing, ce sera vérifié dans le temps, mais le Qatar a intégré cette dynamique réformatrice dans son plan stratégique 2030. Donc il y a la volonté, manifestement, de considérer que les réformes qui sont faites, elles relèvent non pas d'une volonté de plaire aux Occidentaux, mais d'un enjeu stratégique majeur pour le Qatar, qui, dans une perspective de baisse de la consommation des énergies fossiles, va devoir diversifier son économie et donc attirer aussi des travailleurs étrangers, et il ne pourra pas le faire si les standards de travail ou les standards sociaux ne sont pas suffisamment élevés. Donc voilà, il y a une dynamique de transformation de la région qui, je l'espère, pourra emporter avec elle les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, etc. Théo Franken, est-ce qu'il faut, selon vous, boycotter tout événement sportif dans un pays où on ne respecte pas les droits humains? Parce qu'on sait que ça arrive très souvent. Il y a des compétitions en Chine, il y avait des compétitions en Russie, il n'y en aura sans doute pas dans les prochaines années. Mais est-ce qu'il faut une règle plus claire par rapport à ce boycott politique de manière un petit peu généralisée, selon vous? Et où est-ce qu'on fixe les limites? Oui, c'est un débat assez intéressant, je pense. On ne doit pas être naïf sur ce plan. C'est pas parce qu'il y a une Coupe du Monde ou une même Jeux olympiques dans un pays que le pays ou le régime, quand c'est dans un pays autocrate ou basé sur la charia, que ça va changer immédiatement. Moi, je pense pas. Alors, c'est toujours difficile, mais pour moi, le Qatar, c'est un cas super difficile pour y aller sur le niveau politique.
je pense que c'est mieux que le gouvernement fédéral ne va pas. Mais pour dire qu'on peut pas, les Diables Rouges peuvent pas participer ou dans des Olympiques que nos athlètes qui travaillent pendant des années pour y arriver, sur la politique, ils ne peuvent pas aller. Je pense que ça, c'est un pas qui va trop loin. Mais, par exemple, le fait que la contribution pour le Qatar, que le Qatar a gagné cette Coupe du Monde pour l'organiser avec de la corruption immense. Moi, je pense aussi que au sein des instances sportives internationales, que c'est nécessaire d'avoir plus de contrôle parce qu'il y a des rumeurs pendant des décennies que tout le monde entend maintenant se prouver. Mais il y a des autres aussi olympiques. Ça, c'est évidemment. Alors, je pense que un autre débat que l'on pourrait lancer, mais c'est vrai que là, on peut se poser aussi un certain nombre de questions. Merci Théo Franken, merci Malik Benachour d'avoir participé à ce débat ce soir. Merci Arnaud Ruyssen, on l'a compris, des positions assez différentes. Importance du symbole pour vous, Théo Franken, et pour vous, justement, ce n'est qu'un symbole et il faut être pragmatique. C'est un peu vos deux positions, c'est en tout cas ce que je retiens. Merci à tous les deux.